Est-ce qu'on démarre? Bon, on nous a dit qu'il fallait faire des décisions collectives. Ben voilà. Merci beaucoup d'être là. C'est une joie d'avoir autant de monde et de partager des sujets avec vous. Est-ce que ça se passe bien pour l'instant? Ça démarre bien? Vous avez vu des choses intéressantes? Des choses qui confortaient ce que vous connaissez déjà? Des choses qui étaient similaires à ce que vous connaissez déjà? Vous avez déjà vu des choses? L'agilité, ça vous parlait? Des choses qui ont challengé, au contraire, qui étaient contraires à ce que vous pensiez? Et est-ce que vous avez vu des choses surprenantes aujourd'hui pour l'instant? Des choses qui vous ont surpris? Non? Pour l'instant pas. Moi, je m'appelle William. Je suis coach en diverses choses à Zénith à Nantes. Depuis 2016, j'accompagne des équipes sur différents sujets, que ce soit côté tech, DevOps, Agile, mais aussi côté orga, produit. Et puis, le sujet qu'on va voir un peu plus, c'est la gestion de la complexité. J'aimerais remercier vraiment les sponsors qui sont là, qui nous permettent d'avoir un événement comme celui-ci, de permettre d'échanger. C'est hyper important qu'on échange, qu'on confronte nos idées les uns avec les autres, que ça permet justement d'avancer. Merci aussi à vous qui participez. Et donc, que ce soit à la fin avec les questions ou après, je suis archi dispo, ou alors sur les réseaux sociaux après, à avoir un débat. Si vous n'aimez pas du tout ce que j'ai dit, venez me voir. Au contraire, plus que si vous étiez complètement d'accord avec tout ce que j'ai dit. Et il faut Alors, la problématique que j'aimerais vous poser, je vais le cadrer un peu avec une illustration. On ne va pas faire de biologie, mais c'est pour planter le décor. Est-ce que vous savez dans le corps humain quel est le ratio, ou combien il y a de cellules humaines versus cellules bactériennes? Des idées? Est-ce qu'ils pensent qu'il y a plus de cellules humaines que de cellules bactériennes? Ok. Qui pense qu'il y a plus de cellules bactériennes que de cellules humaines? Ok, un peu plus. Est-ce que beaucoup plus ou quasiment la même chose? Beaucoup plus, vous pensez? Alors effectivement, il y a un moment où on estimait que c'était vraiment beaucoup plus. On pensait qu'il y avait un ratio de 1 pour 10. Une cellule humaine pour 10 cellules bactériennes. Il y a des études récentes qui ont révisé ça, qui ont dit que c'était un petit peu plus équitable, mais qu'il y a quand même plus de cellules bactériennes dans un corps humain. Donc le corps humain de référence de 70 kg à peu près. On estime qu'il y a environ 30... Alors, billion, apparemment, c'est pas un mot qu'on utilise beaucoup en français, c'est 1000 milliards, 30 000 milliards de cellules humaines contre 38 000 milliards de cellules bactériennes. Savez-vous que les cellules bactériennes ont une influence sur votre manière de réfléchir, sur les décisions que vous prenez? Est-ce que vous savez que votre microbiote a une influence sur comment vous êtes et comment, du coup, vous prenez des décisions? Donc, il y a des études là-dessus. Eh bien, la question que je vous pose, sachant tout ça, c'est qui es-tu? Ok, on commence à planter le décor. Je vais faire d'une autre manière. Si je prends 3 points, j'ai un truc avec 3 points, j'ai un schéma avec trois trucs, j'ai 3 microservices, je sais pas, les points, ça représente ce que vous voulez. Je peux dessiner 3 liens différents entre ces points. Ok? Et selon les chemins que je choisis, je peux avoir 8 motifs différents. J'ai le motif où j'ai aucun lien, j'ai le motif où j'ai tous les liens, puis j'ai toutes les combinaisons possibles entre. Ok? Donc, si j'ai 3 points, j'ai 3 liens, j'ai 8 motifs possibles. Si j'ai 4 points, j'aurai 6 liens. Combien de motifs possibles, vous pensez? Ordre d'idées, hein. Allez-y, dites des bêtises. Hein. Une trentaine, une quarantaine? Qui dit plus? 50, une cinquantaine? Ok, il y en a 64. Ok, alors, on va aller un peu plus vite. 10 points, 45 liens, ça reste abordable. Hein. Combien de motifs possibles? 250, des milliers? Ok, on diffère sur les ordres de grandeur là. Qui pense que des milliers, c'est trop petit? Ok, vous proposez combien? 10 000, sur les 10 milliers? Les dizaines de milliers? Qui pense que c'est ok ou c'est plus? Non?
Non? 35 fois 10 puissance 12. OK, on est sur les 1000 milliards, là. Un peu comme le nombre de cellules humaines. OK? Et 12,66 liens possibles. Quel ordre d'idée du nombre de motifs? 100. C'est bien. J'avais dit de dire des bêtises, oui. Des estimations? Un peu plus quand même, non? 10 puissance combien? 10 puissance 12? Enfin, combien de zéros, quoi? 12 zéros? Pardon? 20 zéros? OK, 40? Bon, c'est bien. C'est plutôt 18, ça va. Mais vous commencez à voir un peu la logique, c'est plutôt des ordres de grandeur. Enfin, ça explose vite, c'est une exponentielle, en fait. Et nous, les humains, on a du mal. Est-ce que vous avez déjà entendu la phrase « Il fallait qu'on rejoigne les points. Il fallait qu'on relie les points pour voir ce qui se faisait. » A posteriori, on a vu ce qui se faisait, ce qui se passait, mais avant, on n'a pas compris. Bah, c'est parce qu'on n'a pas trouvé le bon motif dans les points. OK? Mais comment le faire? Combien il y a de points dans un système humain? Il y en a 12. Il y en a beaucoup plus, n'est-ce pas? Et du coup, combien de motifs possibles? Il y en a des tonnes. Comment on fait pour choisir? Comment on fait pour détecter? Comment on fait pour modéliser un système humain, en plus humain au pluriel, où il y a tellement de points et tellement de motifs possibles qu'on ne peut pas tous les observer? Est-ce que vous savez tout ce qui se passe dans votre microbiote, là? Là, tout de suite, là? Non. Est-ce qu'on sait prédire la météo avec une grande précision? Donc, tous les modèles sont faux, ça, je pense que vous le savez. On va essayer de modéliser. Tous les modèles sont faux, c'est souvent une défense fragile, en disant « Oui, non, je sais que mon modèle est faux, mais j'ai le droit de le prendre quand même. » Parce que tous les modèles sont faux. Par exemple, l'astrologie. C'est un modèle faux, n'est-ce pas? Non? Non? Vous utilisez l'astrologie? Non? OK. Eh bien, c'est parce qu'il faut que ça soit utile. Il y a une deuxième partie de cette citation de George Box, c'est « Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. » Mais lesquels? Comment on fait pour savoir quels sont les modèles utiles et quels sont ceux qui ne sont pas utiles? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de choses qui sont plutôt issues de deux domaines qui nous font tirer des connaissances. C'est le domaine scientifique et le domaine philosophique. C'est des domaines qui sont très liés parce que souvent, une nouvelle science est née de précurseurs philosophiques. Mais ce n'est pas forcément la seule manière d'acquérir de la connaissance, et c'est très bien. Mais si on veut pouvoir partager des choses, science, c'est quand même pas mal pour nous aider à comprendre mieux une situation et aussi confronter nos idées et les challenger. Et je pense que nous avons assez perdu de temps avec les modèles qui sont faux, mais qui ne sont pas utiles, comme l'astrologie, ou des trucs qui sont un peu comme ça, la psychanalyse, des trucs qui sont aussi utiles que ces choses-là. Moi, je vais plutôt citer des choses issues des sciences de la complexité, parce que justement, c'est plein de domaines. En fait, on a découvert la notion de complexité dans plein de domaines scientifiques différents, que ce soit la biologie ou aussi les techniques, enfin tout ce qui est informatique et industrie avant, et dans plein de phénomènes sociaux aussi, forcément. Et il y a plein de systèmes dynamiques qui ne s'expliquent pas super bien avec des approches réductionnistes. Et donc, il faut plutôt les étudier avec une approche complexe. Donc voilà une cartographie de plein de sous-domaines des sciences de la complexité. La complexité, pour donner une définition, une définition possible, c'est un enchevêtrement inconnaissable d'une multitude d'éléments. Plein d'éléments, il y a plein de motifs possibles entre eux. On ne peut pas connaître le motif qu'on a à faire. Et donc, il y a aussi l'émergence de comportements qui ne se déduisent pas du comportement des éléments qui composent le système. Vous avez peut-être entendu parler, le tout est plus que la somme des parties. Parce qu'en fait, si on étudie les petits éléments isolément, on n'arrive pas à déduire le comportement du tout. Essayez d'analyser un embouteillage en analysant le comportement d'une seule voiture. Comment est-ce que vous avez un embouteillage avec une seule voiture sur l'autoroute? C'est pas possible. Vous devez étudier un système de plein de voitures différents avec des stratégies de comportement différents. Et la seule certitude dans un système complexe, c'est que toute action a des conséquences imprévisibles. Ça ne sert à rien d'essayer de prévoir tout
d'essayer de tout dérisquer. La seule manière d'apprendre sur un système complexe, c'est d'interagir avec, c'est de le tâter et du coup de le transformer. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas s'accorder sur un objectif, puisque tout est... Enfin, il y aura forcément des conséquences imprévisibles, il y aura des choses prévisibles éventuellement, mais il y aura des conséquences imprévisibles. S'accorder sur un objectif, ce n'est vraiment pas la bonne manière de se relater avec un système complexe. Il vaut mieux s'accorder sur une description du présent, qui sera forcément imparfaite, et ensuite commencer à explorer les environs. On ne va pas forcément chercher une destination, mais on va se donner une sens de l'orientation. Alors, tout n'est pas complexe, heureusement. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé. Je suis arrivé en voiture. Heureusement que je n'ai pas eu à me demander quelles sont les conséquences imprévisibles. Si j'appuie sur mon frein, est-ce que ça va vraiment freiner cette fois-ci? Non. Tout n'est pas complexe. Donc, il y a à la fois une erreur. Il y a deux erreurs qui sont quasiment similaires. C'est penser que tout est complexe et penser que rien n'est complexe. Non, il y a des choses qui sont complexes. Il faut utiliser des méthodes qui sont appropriées. Puis des choses qui ne le sont pas. Eh bien, on peut utiliser des méthodes différentes. D'accord, qui sont plus de l'ordre de la prédictibilité. Okay. Moi, je vais plus parler du milieu complexe. Donc, ça veut dire qu'il faut utiliser ces méthodes uniquement quand on a affaire à un truc complexe. Et je vais vous proposer une méthode qui est la cartographie estuarienne. Ça a été créé en 2022 par Dave Snowden, qui est aussi connu pour le cadre Cynefin, Cynefin pour certains qui ne connaissent pas les Gallois. Et donc, c'est surtout une méthode qui aide, dans une situation complexe, à dérisquer une intervention. Et on verra aussi que ça permet de préparer le terrain pour quelque chose de plus grande envergure. On s'apprête, on se dit, on veut faire une transformation, on veut mettre en place une nouvelle technologie, on veut mettre en place quelque chose de nouveau. Ah, c'est incertain, on ne sait pas quelles vont être les conséquences. Donc, d'abord, on va essayer de préparer le terrain pour le changement, ce qui va nous donner plus d'informations sur comment mieux mener ce changement. Et donc, le plan que je vais suivre là, c'est, je vais expliquer ce que c'est que la cartographie estuarienne, une méthode, une façon très basique de le faire. Ensuite, je vais vous donner plein de références scientifiques et philosophiques sur pourquoi ça fonctionne comme ça prévoit de le fonctionner. Et puis à la fin, je vais vous donner quelques astuces sur comment repérer quand des situations où il vaut mieux utiliser ce genre de méthode plutôt qu'une autre. Donc ça va être pas mal tiré de mon expérience personnelle aussi, mais aussi vous verrez des références théoriques. Je vais vérifier l'heure. Hop. Donc, comment faire cette cartographie estuarienne? Alors déjà, j'ai oublié de dire pourquoi estuarien. Ça vient du mot estuaire. À Nantes, où je travaille, on a de la chance, on a un estuaire, l'estuaire de la Loire. Un estuaire, en fait, c'est un système complexe parce qu'il y a du flux de l'eau, mais qui n'est pas dans un seul sens. Selon le moment de la journée, il y a la marée qui est haute, le flux va remonter dans le fleuve, et puis quand la marée baisse, eh bien, il y a le flux qui ressort. Il y a des falaises de granit, pas trop des falaises là à Nantes, mais il y a des roches qui sont là, qui bougent pas, quoi, ou sur des échelles millénaires. Et puis il y a des bancs de sable qui bougent tout le temps. Je ne sais pas si vous avez vu les infos, il y a un bateau qui a échoué sur un banc de sable, et il faut attendre une grande marée pour qu'elle puisse se dégager. Donc il y a des choses qu'on peut faire à certains moments, et pas à d'autres. Et puis les bancs de sable, il faut les sonder sans cesse, parce que ça bouge tout le temps. Voilà, ça vient de là, cette image de l'estuaire. Alors, les grandes étapes de la cartographie estuarienne, ça va être de d'abord préciser le cadre. Je pense que c'est un peu obligatoire dans beaucoup de méthodes. Ensuite, on va générer des éléments qui vont décrire le contexte présent. Après, on va les cartographier. Et puis, ça va nous permettre ensuite de dégager des micro-actions. C'est des petites explorations autour de là où on est pour voir est-ce que l'herbe est vraiment plus verte là-bas ou elle est de quelle couleur. Alors, la version minimaliste, c'est 2 demi-journées. Ça se fait par petits groupes. Ça se met à l'échelle très, très bien parce qu'en fait, il suffit de diviser toute la population en petits groupes de 5 à 7 personnes. Pourquoi 2 demi-journées, pas une journée? En fait, c'est intéressant de commencer par l'après-midi, de faire les 3 premières étapes, la première demi-journée. D'avoir une soirée pour que les gens puissent décanter un petit peu ce qui s'est dit. Et puis après, de revenir la demi-journée suivante, le matin suivant, avec maintenant, on va regarder ce qu'on a mis comme présent et quelles sont les micro-actions qu'on a envie d'explorer. Donc, première étape, préciser le cadre. Quand on va préciser le cadre, vu qu'on est dans la complexité, ce n'est pas un objectif qu'on veut.
Là, on va pas forcément préciser un objectif, on va surtout préciser ce qui est hors cadre, parce qu'on pourrait très bien faire une cartographie esturienne du monde, voire de l'univers. Je pense qu'on n'est pas sorti avec les deux demi-journées, ou ça ne va pas être suffisamment précis. C'est intéressant de réduire un peu le champ de ce qu'on veut regarder, mais dans le sens, on veut pas regarder ça. Après, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est un peu à l'intérieur de tout ça. Et puis, il faut surtout éviter de présenter des actions qui sont engagées ou pressenties, parce que ça va venir biaiser tout le processus. On va surtout d'abord, avant de penser aux actions, on va d'abord se mettre d'accord sur où est-ce qu'on est en fait. Et après, on pourra penser aux actions. Une fois qu'on a ce cadre, on va générer les éléments, les éléments de notre description du présent. Il y a deux manières. Il y a une manière très très simple qui nécessite beaucoup moins de jargon que la deuxième manière. De toute façon, si on facilite ça avec les gens, il vaut mieux éviter le plus de jargon possible. Il faut vraiment que ça soit très accessible. Moi, je vais vous donner du jargon. C'est à connaître en tant que facilitateur, facilitatrice, mais ce n'est pas du tout nécessairement à expliquer aux gens parce que ça va les freiner en fait dans l'adoption de la méthode. Donc, une question très simple qu'on peut donner pour brainstormer sur les éléments de notre contexte qui sont pertinents, c'est quelles sont les personnes, choses, processus, règles, activités, etc., qui ont une influence sur le système ou le scénario qui est dans le cadre. Quelles sont les choses, personnes, processus, règles, activités, etc., qui ont une influence. Okay? Et donc, dans un temps indéfini, tous les petits groupes, ils commencent à noter sur plein de post-it, plein de petits éléments qui sont dans cet ordre-là, mais aussi il y a d'autres trucs auxquels ils pensent qui ont une influence sur le présent. Et ce qui est intéressant, c'est aussi d'encourager les gens à décomposer le plus possible. Ils pensent à un gros truc, par exemple, l'entreprise. Oui, mais l'entreprise est composée de quoi? Quels sont les morceaux qui influencent des choses de manière différente? Décomposer un peu plus finement. Une autre manière, avec un petit peu de jargon, et encore des fois on peut se passer des termes et plus juste donner des descriptions, c'est d'utiliser ce qui est appelé la triade des actants. Ça, c'est Dave Snowden qui a introduit ça. Alors, l'actant, on verra que ça vient d'une autre source. Un actant, c'est tout ce qu'on attribue comme étant la source d'une action. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois humain. On se dit, la personne là est source de l'action, c'est lui qui a fait l'action, mais aussi, ça peut être non humain. Ça peut être des systèmes informatiques, par exemple. Ça peut être des affichages, ça peut être plein de choses différentes. Et donc, il y a 3 types de choses. Les contraintes, c'est ce qui fait qu'un truc est possible ou pas possible, ça change les possibilités. Il y a les acteurs, donc les trucs qui s'apparentent plus à des humains, mais souvent on aime bien décortiquer ça en se disant c'est soit des capacités, des traits d'humains, soit des rôles, soit on regroupe un peu des équipes ou des entités. Et puis le troisième truc, qui est peut-être moins connu, c'est la notion de constructeur. Un constructeur, c'est tout ce qui produit un résultat réplicable, systématique, fiable. Par exemple, une machine. Vous mettez les bons ingrédients, et puis hop, ressort un truc de la machine, toujours la même chose. Si vous mettez les bons ingrédients au début, il y a les bons trucs qui sortent à la fin. Les formations aussi, c'est un constructeur. Il y a des gens peu qualifiés qui rentrent, et puis des gens qualifiés qui sortent, on espère. Donc, pareil, les gens, ils utilisent ça comme pour alimenter le brainstorming sur les éléments à cartographier. Et une fois qu'on a tous ces trucs-là, on va collecter tout ce que tous les groupes ont fait. On va mettre ça dans une grande liste, répliquer ça à tout le monde, et puis on va leur demander de cartographier sur ce plan à 2 axes. On se pose la question, hypothétiquement, si on voulait changer ce truc-là, vous pensez il faudrait quel temps et quelle énergie? On ne dit pas qu'on va le changer, c'est juste si on devait le changer, si on se tentait de le changer, quel temps on pense il nous faudrait, quelle énergie il nous faudrait? C'est pas quel temps et énergie ça nous occupe ce truc-là, c'est quel temps et énergie pour le changer éventuellement. Et donc tour à tour, chacun des éléments, on essaie de le placer dans chaque groupe et on essaie de débattre. Ah oui, non, moi je pense qu'il faut un peu plus d'énergie. Ah non, là, ce truc-là, ça demanderait un peu plus de temps. Et puis c'est un placement relatif. Il n'y a pas de graduation là. Je n'ai pas dit une semaine, un jour, machin, des story points non plus. C'est pas là-dessus. Mais on essaie de faire des placements relatifs. Et puis, donc on place les éléments, donc ça fait des trucs un peu comme ça. Il y a différentes contraintes, constructeurs, acteurs ou autres.
S'il y a des désaccord, alors là, c'est intéressant, on essaie de transformer les désaccords en quelque chose de génératif. Ce n'est pas source de tension, c'est source de connaissance. S'il y a des désaccords sur le placement, eh bien, on découpe. Moi, je pense qu'il faut plus de temps. Ah oui, pourquoi? Moi, je pense qu'il faut plus d'énergie. Oui, mais parce que si on le faisait comme ça, ah d'accord, je n'avais pas pensé de cette manière-là. Oui, mais si dans un autre contexte, on essaie de faire ce changement-là, ça va demander beaucoup plus d'efforts. Ah oui, d'accord, je n'avais pas vu ce contexte-là. Hop, on confronte et du coup, on divise l'élément. On dit que si on est plutôt dans ce contexte-là, alors ce truc-là demande certain temps et une certaine énergie. Et si on est dans un autre contexte, ça va demander un temps et énergie différents. Ce qui nous pousse à décomposer encore plus finement la description du présent. Et puis, dernière chose pour la cartographie, c'est de dessiner un peu les frontières, un peu comme les lignes de niveau que vous avez sur les cartes. On va dessiner 3 frontières qui vont nous délimiter 4 zones différentes. Ce qui est en haut à droite, ce qui nécessite beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, eh bien, c'est comme des falaises de granit. Ça ne bouge pas. En tout cas, pas dans le temps qui nous est imparti. Donc, on dit que c'est contrefactuel, c'est immuable. Ça ne bouge pas. Ça sert à rien de se fracasser la tête contre le mur. On va le prendre pour acquis et faire avec. Ce qui est dans l'espace liminal, c'est des choses que nous, dans le contexte du groupe, de chacun des groupes, fait pour son groupe, le groupe pense qu'ils n'ont pas la main dessus, mais ils connaissent quelqu'un, sûrement dans l'entreprise, qui a la main, à qui on pourrait demander ou avec qui on pourrait faire une collaboration. C'est un peu comme une cercle d'influence différente, c'est moi, je n'ai pas la main, mais je sais qui a la main. Il y a la zone au milieu qui est la zone navigable. C'est ça, les choses, l'équipe estime, ou le groupe estime qu'ils peuvent changer ça en toute autonomie. Et puis, tout en bas à gauche, il y a une zone qui est curieuse, c'est la zone volatile. C'est des choses comme les bancs de sable, ça bouge même contre notre propre volonté. On n'a même pas besoin de mettre de temps et d'énergie. En fait, ça bouge tout le temps, sans prévenance. Et donc, c'est peut-être des choses qu'il faudrait monitorer ou stabiliser. Une fois qu'on a tout ça, on a une description du présent. Enfin, il y a plein de groupes différents qui ont des descriptions différentes du présent, donc ça peut être intéressant d'aller regarder un peu ce que les autres ont fait. Voici quelques exemples de cartes. Je pourrais vous donner un peu plus de détails là-dessus. C'est normal qu'il y ait un zoom qui ne me permet pas de voir. Et là, on voit des post-it jaunes où les gens ils ont déjà commencé à placer les actions, les micro-actions qu'ils envisagent autour des différents éléments qu'ils ont envie de faire bouger. Alors, maintenant, les micro-actions, l'idée, ça va être d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut tenter de déplacer des éléments sur cette carte. Est-ce que je veux que ça prenne moins d'énergie, plus de temps? Est-ce que je veux stabiliser? Est-ce que je veux surveiller? Est-ce que je veux créer des partenariats, etc. Et donc, bon, si les gens, ils pensent directement, des fois, la carte inspire des actions, mais si les gens ne sont pas inspirés, on a une petite aide. Alors, il y a des descriptions. Moi, j'ai des feuilles avec des descriptions plus précises de tout ça. Ça, c'est des choses à aller regarder. Je vais vous montrer que 2 exemples. Il y a la rose des vents qui est l'action la plus fréquente dans la zone navigable. Les petits cycles à N machin, c'est l'espace où l'action est plus appropriée. Dans la zone navigable, on va souvent faire l'action rose des vents, c'est-à-dire essayer de déplacer quelque chose sur la carte, faire que ça prenne moins d'énergie, moins de temps, plus de temps. Et dans la zone liminale, si on regarde tout à droite, la demande, l'action demande, c'est très pertinent souvent dans la zone liminale. C'est quelqu'un d'autre peut nous aider à transformer ça. Eh bien, on va essayer de demander justement cette personne ou cette équipe de voir si elle peut faire le truc ou si on peut créer un partenariat pour qu'on puisse faire bouger le truc. Et donc, on essaye d'utiliser ça comme inspiration de plein de micro-actions différentes. Et j'insiste bien sur micro. Il faut vraiment que ça ne prenne pas beaucoup de temps aux gens, parce que sinon, ça va freiner la réussite, en fait. La probabilité que l'action se fasse, elle diminue en fonction du temps ou de l'investissement qu'il faut. Donc, on essaie vraiment de stimuler plein de petites actions qui nous permettent de faire des petites pichenettes au système pour générer des apprentissages. Des exemples de micro-actions, ça peut être, par exemple, de demander au management, ça c'est une demande, de faciliter les demandes de déplacement. Les gens veulent plus se voir en tête-à-tête, en présentiel, mais
c'est pas facile parce qu'il y a des demandes de déplacement, ces procédures-là sont difficiles. Essayons déjà de voir si on peut pas faciliter ce truc-là, ce qui pourrait peut-être faire un effet boule de neige. Si c'est plus facile de faire les demandes, on va peut-être plus fréquemment les faire. En tant que facilitateur ou expert, c'est au niveau des micro-actions qu'on peut avoir un rôle à jouer. Avant, il faut vraiment pas qu'on se mêle du truc. Hein. C'est leur affaire, c'est leur contexte, nous on n'y comprend rien. Et moins on y comprend, mieux c'est. Mais parfois, au niveau des micro-actions, on a observé un petit peu ce que les équipes ont dit. Et moi, une fois, j'ai dit, est-ce que vous ne pourrez pas essayer de reformuler votre feuille de route en jobs to be done? Bon, le jobs to be done, c'est une méthode intéressante du product management. Ils n'y pensaient pas parce qu'ils ne connaissent pas le product management. Moi, je le connais. Je leur propose comme ça, naïvement. Si vous trouvez que ça a du sens, faites-le. Si vous ne trouvez pas que ça a du sens, jetez ma proposition, hein, c'est pas grave. Mais surtout, ces micros, il y a très peu d'impact parce que je n'ai pas dit revoyez toute votre feuille de route. Mettez-la à la poubelle et faites avec ma méthode à moi. Non, c'est vous gardez votre feuille de route, mais essayez de le reformuler autrement pour voir ce que ça fait dégager comme idée. Donc, voilà la méthode. Vous avez la méthode, donc j'ai décrite, qui est la méthode simple, c'est on génère les actants, on génère les éléments qu'on veut cartographier. Ensuite, on fait notre carte, et puis après, on passe à l'idéation sur les micro-actions. Il y a quelques manières de faire quelque chose un peu plus précis. Ça prend un peu plus de temps, donc ça dépend des ambitions et de l'impact du projet. Hein. Faites pas un gros truc si c'est pas nécessaire. Mais il y a d'autres manières, par exemple, d'aller chercher les actants que de faire du brainstorming. Moi, j'aime bien, par exemple, les cercles d'anecdotes. Ça ressemble un petit peu à des interviews. Mais en fait, au lieu que ce soit un expert extérieur qui fasse des interviews, ce qui peut parfois biaiser l'interview et les résultats qui en ressortent, c'est le cercle d'anecdotes, c'est des gens du contexte qui s'interviewent eux-mêmes. Et puis qui, de temps en temps, quand ils repensent à une anecdote, ils le notent sur un post-it. Et puis ça vient. Ensuite, après, pour identifier les actants, on va regarder les récits qui ont été posés. Puis on va essayer de voir, mais ce récit, il parle de qui? Il parle de quoi? Qu'est-ce qui est mis en jeu dans ces récits-là? On peut aussi, pour les micro-actions, avant de passer aux micro-actions, on peut cartographier, on peut mettre sur Knevin les éléments qu'on a envie de faire bouger pour voir est-ce que c'est plutôt complexe, est-ce que c'est compliqué, clair, ce qui peut changer notre manière de faire l'action. Voilà, il y a différentes manières de faire. Il y a un diagramme plus complet avec encore plus de méthodes qui peuvent s'agencer. Et c'est vraiment intéressant parce que ça s'adapte au contexte de l'entreprise. C'est pas nous qui venons avec notre truc, faites ça de façon prescriptive. C'est, voilà, différentes options. On pense que ce serait celle-là le mieux, mais on s'adapte à ce que vous voulez. Mais on peut encore simplifier l'intervention et juste se dire, moi, en tant que praticien de cette méthode, moi, je me suis inspiré des différentes étapes de cette méthode juste pour poser une question. Je me rends compte que l'entreprise là, l'équipe, ils n'arrivent pas à s'en sortir avec les méthodes qu'ils utilisent actuellement là. Il y a un débat de sourds. Ok, je viens avec une question. Quelles sont les contraintes? Et essayons de déjà savoir qu'est-ce qu'on peut pas bouger. Parce que si on peut pas le bouger, ça sert à rien qu'on en débatte. Qui peut changer quoi? À qui il faudrait faire la demande? Si on voulait changer ce truc-là, quelle autorisation, quel permis il faudrait avoir? On l'a pas. Essayons de le concevoir. Qu'est-ce qui te rassuré, toi, un manager, si on voulait changer ce truc-là? Quelle approbation, quelle forme, quel formulaire en triplicate, je ne sais rien. Mais hypothétiquement, essayons de mettre en place le processus, parce que déjà, s'il y a un processus de changement qui rassure le manager, ça nous ouvre déjà une porte supplémentaire, n'est-ce pas? Et plein d'autres questions, un paquet, mais il y en a plein que j'ai utilisés juste comme ça, à usage unique, dans la vie d'une équipe, qui les a permis de se débloquer, ou au pire, qui a perdu 5 minutes. Ça ne réussit pas tout. Donc voilà, pour résumer, la méthode, c'est on essaie de cadrer au début, on va générer les éléments qui décrivent le présent, les mettre sur la carte temps, énergie pour le changement, et puis après, penser à des micro-actions qu'on peut ensuite lancer ou pas, identifier des responsables, éventuellement les mettre dans un backlog, etc. Alors maintenant, la partie qui va vous donner un peu l'envers du décor théorique. Alors, vous allez être très frustré, je pense.
ou encore, peut-être qu'il y a certaines personnes qui voudraient que je passe très vite là-dessus. Donc, je vais essayer de passer vite là-dessus. C'est normal que vous n'allez pas forcément tout comprendre, mais la partie est là pour vous donner les références pour que si vous voulez aller creuser plus, vous pouvez aller creuser plus. Et puis, je suis là, dispo, si vous voulez en discuter. Donc, le premier pan de pourquoi on propose cette méthode, c'est pour éviter certains biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est intéressant, c'est comme ça qu'on a survécu en tant qu'espèce humaine. Mais il y a des moments, il y a des situations où on les active plus que d'autres. Et donc, un biais cognitif qu'on essaye d'éviter, c'est le raisonnement motivé. Le raisonnement motivé, c'est j'ai déjà décidé d'une action, inconsciemment ou pas, je vais biaiser toute la description du présent, toute l'analyse du problème en fonction des conclusions que j'ai déjà tirées. OK ? C'est très lié à la dissonance cognitive et au biais de confirmation. Et il y a une étude parmi d'autres, qui exhibe ça. Un autre biais cognitif, c'est un peu lié au biais des coûts irrécupérables, c'est l'escalade d'engagement, qui est très bien mis en avant par le mantra de Mark Zuckerberg, « Don't give up », ne lâchez pas. Son entreprise qu'il a renommée Meta, et est-ce qu'il a lâché le métaverse ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il devrait lâcher le métaverse ? Et donc, c'est un biais qui, plus on investit, plus on a envie de continuer. OK. C'est le paradoxe un peu du parieur. Et ça a une incidence pour nous, agilistes et agents de changement. C'est qu'un gros projet ne peut pas être un échec. Vous allez vouloir leur dire « mais si, ça a échoué, mais si ». Non, mais non. Les gens, ils ne vont pas pouvoir admettre que c'est un échec tellement il y a d'argent en jeu. C'est pas possible. Le truc est déclaré succès. Ça, il faut être au courant. Alors, ça marche sur les gros projets, ça marche aussi pour les petits projets. Vous connaissez les projets pilotes ? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des transformations agiles avec des projets pilotes ? Non ? Oui ? Ça marche aussi parce que ça ne peut pas être un échec non plus, un projet pilote. Pourquoi ? Parce que vous, en tant qu'agent du changement, vous voulez apporter l'agilité, le DevOps, je ne sais pas quoi. Là, vous faites le projet pilote. Si le projet pilote ne marche pas, échoue réellement, vous allez pouvoir mettre en valeur les apprentissages ? Non, vous allez partir. Vous n'avez plus de mission si le truc ne réussit pas. Donc là, si Anne, tout à l'heure, a parlé de décision irrévocable, en fait, le projet pilote, c'est une décision irrévocable. Donc, il faut faire très attention. Avec la cartographie estuarienne, on essaie de propulser plein de micro-actions à différents endroits, là où les gens ont vie, mais tous en parallèle. Des petites choses, oui, mais plusieurs choses en parallèle, pas de projet pilote. Alors, en termes de théorie, on va passer côté physique maintenant. On était sur la psychologie comportementale, on va passer côté de la physique, et notamment la physique quantique et la théorie du constructeur, d'où le terme constructeur de tout à l'heure dans les actants. La théorie du constructeur, c'est une description de la physique qui a été d'abord donnée par David Deutsch et puis ensuite qui a été étendue avec les travaux de Chiara Marletto. Et donc, on peut résumer ça à la physique du possible et de l'impossible. Au lieu d'avoir d'essayer de calculer les états initiaux et ensuite avec des équations de se dire voilà l'évolution du système, à partir de tel état initial, on aura telle évolution prédictible, on va plutôt essayer de se dire qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible. C'est pas possible d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. Okay ? C'est pas possible en thermodynamique d'avoir un système fermé dont l'entropie décroît. Si vous ne comprenez pas le truc, c'est pas grave. Mais voilà, on essaie plutôt d'argumenter en termes de ce qui est possible et ce qui est impossible. Et il y a quelque chose qui ressort qui est très intéressant pour nous, c'est que parmi tout ce qui est possible, ce qui nécessite le moins d'énergie, c'est ce qui sera le plus probable. Et une illustration de ça vient avec un grand mot qui est l'affordance, ici illustré par une étude sur les utilisations de vélo partage. Là, c'est dans la ville de Lyon. Et ce graphique montre, avec l'explication à côté, que le nombre de voyages, le départ était plus haut que la destination. Je ne sais pas où les gens sont passés au milieu, mais le départ était plus haut que la destination. Ce nombre de voyages est 2 fois plus que le nombre de voyages où le départ est plus bas que la destination. C'est-à-dire que les voyages en descente sont 2 fois plus fréquents que les voyages en montée, à vélo.
Ça paraît cohérent, n'est-ce pas? OK, on aime bien descendre en vélo, on aime moins monter, hein? OK? Et en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est la difficulté principale du gestionnaire, outre la réparation continue de vélo. C'est une préoccupation de tous les temps, cette notion de dénivelé. Et donc, comment on fait on ne peut pas vraiment lutter contre ça dans les entreprises. Pourquoi les gens ne font pas le truc alors qu'ils ont dit qu'ils étaient d'accord? C'est parce qu'il faut monter. C'est parce qu'il y a une pente qui n'est pas favorable. Certes, ils peuvent le faire et certes, certaines personnes sont plus courageuses. Mais dans la masse, s'il faut monter, la plupart des gens, ils ne vont pas le faire. Donc, comment on fait pour, Alors, dans le cas des vélos, ils ne peuvent pas terraformer les villes, mais nous, c'est ce qu'on va essayer de faire avec les micro-actions. C'est qu'on va essayer de changer le terrain pour que des choses qui étaient plus difficiles avant deviennent plus faciles. Notre exemple d'affordance, c'est par exemple comment on a fait en UX design pour éviter les erreurs de frappe de mot de passe. Donc d'abord, il y a par exemple le message, quand vous avez le touche majeur qui est activé, il y a un petit message qui vous le dit, parce que ça vous permet de savoir que par erreur, par inadvertance, vous êtes en train de taper des majuscules plutôt que des minuscules. Ensuite, il y a la possibilité, avec le bouton avec un œil, de révéler le mot de passe ponctuellement. Puis le summum, c'est quand même les gestionnaires de mots de passe avec saisie automatique. Je ne sais pas si vous avez ça, hein. Un truc qui génère automatiquement un mot de passe unique à chaque site. Puis dès que vous allez sur le site avec votre téléphone ou votre navigateur, il vous saisit directement le truc. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de vous rappeler du mot de passe. Ce qui est intéressant avec tout ça, c'est que en fait, c'est souvent plus gagnant de changer l'environnement plutôt que de l'individu. Au lieu de leur dire « faites le truc », si vous rendez le truc plus facile, naturellement, les gens ils vont le faire. Et donc, un autre principe, ça va être la notion de préparer le terrain au changement. Alors, il y a la notion de readying de Nora Bateson, mais aussi un parallèle avec une pratique managériale japonaise qui s'appelle le nemawashi, et qui se traduit en français par le cernage. En fait, ça vient de la botanique, d'où l'image, désolé pour que ce soit pixelisé un peu, mais dans les pépinières d'arbres, avant de transplanter l'arbre, on va préparer cette transplantation avec le cernage, c'est-à-dire on va creuser un petit peu dans la terre à un certain diamètre autour de l'arbre pour couper notamment les racines qui sont longues, ce qui va stimuler la croissance de racines, beaucoup plus de racines plus courtes, ce qui va faire que le jour où on va transplanter l'arbre, eh bien, il va pouvoir s'enraciner plus facilement, avec une plus grande chance de réussite dans son nouveau milieu. Donc, cette image, en fait, elle est utilisée en management au Japon. Le nemawashi, c'est le principe d'aller voir, avant d'annoncer un changement, avant de tout de suite mettre des boucliers, eh bien, c'est d'aller discuter avec les gens tour à tour. Toi, qu'est-ce que tu as tel problème? Qu'est-ce que tu penserais? Comment tu fais pour résoudre ce problème-là? Qu'est-ce que tu ferais comment tu réagirais si on faisait tel changement? Hop, on a une petite réaction, mais c'est informel. On ne dit pas qu'on va le faire, hein. On s'engage à rien. On est juste en train de négocier un petit peu. Et puis, plein de petites discussions avec différentes personnes. Et au bout de quelques temps, on se rend mieux compte qu'est-ce que le système est prêt à accepter ou pas. Quel est le changement qui a du sens? Et c'est là qu'on va annoncer le changement. Et il y aura beaucoup plus de chances de réussite si on fait ce nemawashi que si on ne le fait pas. Et donc, la cartographie estuarienne, c'est une méthode très intéressante pour faire ce travail-là. Parce qu'on ne dit pas quel changement on va faire. On dit, de discuter de votre présent et de comment potentiellement on pourrait changer hypothétiquement les choses. Maintenant, on va passer de la physique et de la botanique vers la philosophie. Et pas les philosophes les plus faciles à aborder, mais qui cachent quand même des bons trésors. Si vous pouvez avoir peut-être pas lire les livres qui sont là, mais peut-être trouver des commentaires. Il y a notamment Manuel Delanda qui a des commentaires qui permettent de vulgariser un petit peu plus la pensée de Deleuze et Guattari. Donc Deleuze, c'est un philosophe, et Guattari, c'était un ex-psychanalyste. Il était psychanalyste, et puis on va voir qu'il a commencé à critiquer ça, et il en est quitté.
Ils ont coécrit 2 ouvrages, L'Anti-Oedipe et 1000 plateaux, qui servent un peu comme un duo. De ces 2 ouvrages, on va tirer 2 notions très intéressantes. C'est la notion d'agencement et la notion de détériorisation. On va regarder juste vite fait chacun. Alors, sur la notion d'agencement, avant, il faut voir le commentaire que Deleuze et Guattari font sur l'analyse du désir. Qu'est-ce que le désir, à l'époque? Ils analysent, ils disent, le capitalisme, le désir, c'est quoi? C'est de mettre des gens dans des cases. Toi, t'es homme, tu veux ça, tu devrais vouloir ça. Toi, t'es une femme, tu devrais vouloir ça. T'es un petit garçon, il te faudrait un camion qui est bleu. T'es une petite fille, il te faudrait une cuisine rose. On te met dans une case, on te vend le produit qui va avec la case. Et en plus, on te dit quel est le produit que tu devrais avoir avec la case. La psychanalyse, pareil, on met les gens dans les cases. Tout est analysé à la lumière des relations familiales, notamment entre parents et enfants. Ah, tu as tel comportement là, c'est parce que tu as un problème avec ton père. Tu as tel truc, c'est parce que tu as un problème avec ta mère. Tout est rapporté à ces relations-là. Et Deleuze et Guattari, ils font la critique de ça. Ils disent, c'est un peu réducteur quand même. Ça ne marche pas toujours comme ça. Quelles sont les cases dans lesquelles on met les gens dans l'agilité? Les frameworks? Si on élargit un petit peu, alors je dis coaching au sens large, hein, je ne vais pas viser une classe de coaching particulière, mais le coaching au sens large, quelles sont les cases dans lesquelles on met les gens, potentiellement? Surtout côté coaching pro, mais ça vient dans l'agilité aussi, hein. Ça transperce l'agilité aussi, ces trucs-là. Il y a les équipes dans lesquelles on met, les profils, ouais, mais un peu plus sournois que ça. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des tests de personnalité? Est-ce que vous savez quelle couleur vous êtes? Quel signe astrologique vous avez? Hein, c'est tout aussi utile. Hein. OK? Il y a plein de choses qui commencent à être enseignées pour essayer de complémenter les transformations en tout genre et qui sont complètement pseudo-scientifiques. C'est aussi recevable que de l'astrologie. C'est aussi recevable que de prêcher votre religion. Donc, alors que les frameworks, c'est sympa, c'est bien de s'en inspirer, là, les choses-là que j'ai mises, et encore, il y a plein de trucs que je n'ai pas mis sur la diapo, c'est des choses où je vous invite vraiment à creuser les origines de ces trucs-là, de voir les fondements qui ne sont pas vraiment très solides, qui sont vraiment très haut niveau de la psychanalyse. Il y en a certains qui sont inspirés de la psychanalyse et qui ne sont pas du tout scientifiques et qu'il ne faut surtout pas appliquer en entreprise. C'est des modèles qui ne sont pas utiles, qui vont vous donner des mauvaises analyses et qui vont mettre les gens dans les cases et que ça ne va pas permettre à l'équipe d'avancer. Alors, on va revenir. Deleuze et Guattari disent le désir, c'est pas un truc, c'est une association de plusieurs choses en fait. C'est pas que tu veux un téléphone, c'est que tu veux un téléphone qui permette de montrer ton statut social, qui va te permettre d'avoir Internet, qui va permettre de prendre des photos, d'avoir des bons temps en famille, de commander vite ton repas. Ok, c'est pas que des choses uniques. Et puis nous définissons et nous redéfinissons à chaque fois ce que nous voulons et quelle est la relation entre ce que nous voulons et ce que ça donne. Alors, je vais passer un peu vite là-dessus. Je vais venir à la détériorisation. La détériorisation, c'est la notion de se transcender en fait les cases. C'est de sortir des cases dans lesquelles on nous met pour essayer de décontextualiser ce qu'on fait et de le recontextualiser dans un autre truc. Un exemple, je ne sais pas si vous connaissez le terme queer en anglais. Le terme queer, qui à la base voulait dire bizarre, et c'était vraiment péjoratif, eh bien, c'est devenu mélioratif dans le sens de l'identité queer aujourd'hui. La communauté queer l'a coopté et l'a réhabilité le terme. Ils ont sorti de son contexte à la base et ils ont donné un nouveau sens à ce terme. Il y a plein d'autres exemples de détériorisation qui connaissent ce film. Grace, voilà, avec Sandy, qui veut absolument continuer à sortir avec John Travolta, j'ai oublié le nom de son personnage encore, et elle ne peut pas parce qu'elle ne fait pas partie de la bonne case. Alors c'est peut-être un petit peu un mauvais exemple parce qu'à un moment elle finit par se plier et se dire je vais quand même rentrer un petit peu dans la case, et encore, elle ne s'habille pas en rose comme elle devrait, elle s'habille en noir.
qui est une petite... Mais bon, c'est pas encore une libération de la femme complète. Est-ce que quelqu'un connaît ce film-là? C'est Mean Girls, Lolita malgré moi. C'est issu d'un livre sur toutes les relations sociales dans les collèges aux États-Unis, enfin les lycées surtout aux États-Unis, avec tous les différents clans, les clans des sportifs, les femmes bien, enfin les jeunes filles bien sapées, les mecs qui doivent sortir avec ces gens-là. Enfin, il y a plein de codes et quand tu t'assois à la cantine, il faut bien choisir ta table parce qu'en fait, choisir ta table là, c'est choisir ton clan. Et là, ça va déterminer tout ton avenir. Et ça cause plein de problèmes pour Kaylee qui arrive dans cet environnement. Elle vient d'Afrique. Elle est blanche, mais elle a vécu en Afrique pendant son enfance. Qui ne connaît pas tous ces codes-là. Elle connaît les codes un petit peu de la jungle. Et elle interprète tout avec ce truc-là. Et à la fin, après plein de problèmes périspécies, toute l'école essaie de transcender ces cases dans lesquelles elles ont été mises. Maintenant, on va passer sur une dernière référence, c'est la théorie de l'acteur réseau. Vient de Bruno Latour, qui est sociologue, anthropologue, philosophe. Il a eu pas mal de casquettes différentes. Et lui, en observant un peu comment, dans son livre La vie de laboratoire, elle a essayé d'observer comment la science se faisait, mais au sens social et anthropologique. Et de sa théorie qu'il a exhibée, on a surtout sorti cette notion d'actant. Il n'y a pas que les humains qui ont du pouvoir, en fait. Il y a aussi les trucs non humains. Et par exemple, les récits qu'on se dit, les histoires qu'on se raconte, au moment où ça se propage tellement, les mimes sur Internet, ça se propage tellement que ça commence à être un acteur au même titre que l'humain et qui survit indépendamment des humains qui le disent. Et un autre truc qu'on ressort de cette théorie, c'est que l'agentivité ne vient pas des gens ou des acteurs, mais il vient des liens entre les gens. Et il donne comme exemple la pasteurisation. Louis Pasteur, il était très, très bon, très doué en chimie, mais il ne pouvait pas faire adopter à lui tout seul, la pasteurisation à la France. Il fallait que Pasteur soit bien placé à Paris et pas comme certains de ses collègues concurrents qui étaient dans d'autres villes, qui étaient moins bien situés par rapport au rayonnement. Il a fallu aussi qu'il y ait une circonstance sociale qui fasse que les gens veuillent bien adopter la pasteurisation. Un certain nombre de choses que j'ai citées ont été réunies par Dave Snowden avec ce framework des 3A que je vous recommande vraiment comme ça peut être utilisé indépendamment. Si vous voulez analyser un peu une situation, vous pouvez essayer de le faire à travers ces 3 lunettes-là et vous posez les questions à vos équipes aussi. Qui peut faire quoi? Quelles sont les actions qui sont suggérées et facilitées par l'environnement? Un peu quelles sont les pentes douces et quelles sont les pentes raides? Et puis quels sont les agencements, c'est-à-dire quels sont les schémas narratifs, les associations d'idées que les gens font. Et souvent, c'est beaucoup plus intéressant de parler de ça que de mindset à changer ou de choses internes des gens à changer. Voilà. Désolé, c'était un petit peu long, mais pourrait aussi vous intéresser par la suite. Je vais conclure là avec quelques situations sur quand est-ce que vous pouvez utiliser une carte estuarienne, parce que je ne vous recommande pas du tout de mettre ça partout, les gens vont vous prendre pour des films. Ok ? Donc déjà, quand vous êtes dans une situation où vous sentez que c'est complexe, c'est-à-dire qu'il y a de l'incertitude, il y a 2-3 possibilités, mais les données que vous avez ne vous permettent pas de départager. Là, ça peut être une bonne situation complexe où utiliser cette méthode. Moi, je commence à essayer d'expérimenter ça comme format de rétrospective. Je fais faire la cartographie historienne de l'équipe comme format de rétrospective. Et je trouve que j'ai un article de blog qui explique un peu les défauts que je trouve au format de rétrospective actuel et comment j'explore une amélioration de ça. Avant de faire quoi que ce soit comme transformation, ça peut être très intéressant, préparer le terrain avec ce genre de méthode, avant d'annoncer même la transformation. Sur une gestion d'application legacy, par exemple, vous héritez d'un truc legacy, qu'est-ce qu'on fait? On ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas. Donc, essayons de cartographier un petit peu et trouver des micro-actions pour aborder ça. Vous entendez parler d'une super nouvelle technologie. Je ne sais pas, quelqu'un a vaguement entendu parler d'IA? Je ne sais pas si c'est très... Non, il n'y a que moi qui connais. Okay. Qu'est-ce qu'on veut faire? Il y a plein d'entreprises qui disent « Ah, il nous faut de l'IA ». On ne sait pas comment. Et voilà, on peut leur proposer cette méthode-là pour commencer à défricher le terrain. Et puis, un dernier truc, c'est en stratégie produit. Très récemment, il y a eu une grosse nouvelle dans l'équipe que j'accompagne
qui faisait que la valeur qu'ils pensaient proposer avec leur produit a complètement changé. Annonce gouvernementale, projet de loi, hop, le business, plan qu'ils avaient, poubelle. Comment on fait? Hop, on va cartographier un petit peu pour voir qu'est-ce qu'on peut réutiliser du présent quand même pour le réajuster, pour le pivoter le plus facilement vers un nouvel axe. Quelles sont les choses qu'il faudrait qu'on explore et quelles sont les choses qu'il faudrait qu'on solidifie parce qu'on n'a pas vu venir un peu plus tôt. Voilà quelques exemples d'idées. N'hésitez pas, si vous voulez, si vous êtes inspiré, à le tester de temps en temps. Ne vendez pas la lune. Hein. Ne dites pas ça va révolutionner votre truc. C'est essayons de tester ça en complément de quelque chose qu'on voulait déjà faire pour dérisquer l'intervention qu'on avait prévue. Et puis, ou sinon, vous pouvez juste vous inspirer des questions, la petite liste de questions que j'avais proposées. Et si vous voulez avancer, n'hésitez pas à tester. Alors, demain, lors du forum ouvert, je vais proposer le sujet de testons la cartographie estuarienne sur un sujet qui sera la conférence elle-même. Vous pouvez vous informer sur le blog de Dave Snowden qui est en anglais ou alors mon blog. J'essaie de traduire, proposer du contenu francophone sur les sujets. N'hésitez pas à interagir avec moi si vous avez des questions. Formez-vous. Moi, je suis monté en compétence grâce à la formation des créateurs de la méthode, donc Knevin Company. Et puis, n'hésitez pas à demander de la supervision sur les premières fois que vous voulez animer ça sur quelque chose de plus grande ampleur. Merci beaucoup pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Est-ce qu'il y a... Oui, vos questions? Bonjour, c'est super intéressant. J'ai 2 questions. Première question, quand vous parlez d'agentivité, c'est agency? Ok. Oui, c'est la traduction de agency. Et la deuxième question, pour cartographier ça, mais dans un temps assez court, je sais que je suis pas là demain malheureusement, mais pour cartographier justement du legacy, d'une applicable legacy, assez rapidement, est-ce que c'est possible ou en fait il y a quand même un temps qui est incompressible? Voilà. Alors, c'est une très bonne question. On est dans de la complexité, donc on admet que notre vision est imparfaite. Et donc on fait une description qui suggère ça plutôt que de faire croire qu'on a une description complète du système. Donc on ne cherche pas à être quelque chose de complet. Donc oui, dans un temps limité, on n'aura pas une vision parfaite. Par contre, ce que ça permet de dégager, c'est une vision suffisante pour pouvoir commencer à agir. Et c'est ça qu'il nous faut. Et ça, en 2 demi-journées, normalement, on l'a. Bonjour, merci pour la conférence. Tu montrais des frontières, et ces frontières-là, elles avaient l'air tracées de façon manuelle. Est-ce que tu as des indicateurs, Ça, les frontières-là? Oui. En fait, on décrit les frontières. Il y a beaucoup de choses où, en fait, dans la facilitation, en fait, on va expliquer ce que ça veut dire. Et j'ai souvent des petites cartouches de rappel pour que j'ai pas besoin d'expliquer et réexpliquer. Et après, les équipes font ce qu'elles veulent avec. Et naturellement, on voit que les équipes font des choix et que c'est assez intéressant parce que ça reflète, ça reflète leur contexte. Il y a une équipe récemment que j'ai vue, la zone volatile, elle n'était pas ici, elle était là. Ce que je trouvais très curieux. Mais en fait, ça faisait cette différence de positionnement faisait ressortir quelque chose d'intéressant sur le contexte. Donc on donne les critères. Le contrefactuel, c'est délimiter tout ce que vous pensez ne bouge pas. Voilà, on dit cette phrase-là. Et puis les gens, ils tracent le trait autour des sujets qui pensent ne bougent pas. Et s'il y a un désaccord sur de quel côté quelque chose doit être, eh bien on scinde en 2. On scinde le truc en 2. La partie qui doit être de ce côté-là, la partie qui doit être de ce côté-là. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Ouais. Ok, merci. Question? Merci encore et n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez en parler plus. Merci.